lesquels on a mis en place cette soirée et qui vraiment nous a soutenus jusqu'à la dernière seconde là. La librairie Terra Nova est là aussi. Vous savez qu'à la fin de la conférence, il y aura un moment de signature. Voilà. Alors, bon, pour vous présenter Cynthia Fleury, je suis allée voir sur Internet. Internet, c'est quand même le lieu où on peut trouver des choses. Voilà, donc alors sur Internet, j'ai extrait cela. Cynthia Fleury est professeure de philosophie politique à l'Université américaine de Paris, maître de conférences à Sciences Po, psychanalyste. Cynthia Fleury est chercheur à l'Institut des sciences de la communication du CNRS. Ses travaux portent sur les conduites anthropiques des démocraties, la réforme des institutions et des comportements, les outils de régulation démocratique et de gouvernance publique. Donc, vous allez trouver un autre livre de Cynthia Fleury, Les pathologies de la démocratie, c'est ça. Voilà. Voilà. Et ce soir, nous l'accueillons pour son ouvrage qui est sorti l'an dernier et qui s'appelle La fin du courage. Vous parlez assez librement, sans grand formalisme. D'abord, effectivement, vous dire pourquoi, d'où je parle, d'une certaine manière, pourquoi je me suis interrogée sur le courage. Vous avez rappelé l'expérience personnelle. Et il y a aussi effectivement d'autres observations qui m'ont fait m'interroger sur le courage. Et puis ça renvoyait à un travail que j'ai commencé il y a déjà un petit moment avec les pathologies de la démocratie, et qui est sur la régulation. Qu'est-ce qui fait tenir nos sociétés ? Et donc il s'agissait aussi de voir quel type de valeurs on pouvait restaurer. Première chose, l'entropie démocratique, ça renvoie effectivement, même si le terme n'existe pas chez Tocqueville, parce que c'est un terme, on va dire, métaphorique, et puis c'est un terme un peu moderne, mais en tout cas il s'intuitionne, entre guillemets, grâce à Tocqueville, grâce au schème et au modèle tocquevillien. Et en gros, Tocqueville, je vais dire rapidement dans La fin du courage, et plus encore dans les pathologies de la démocratie, mais Tocqueville a une intuition toute simple, qu'on peut caricaturer, mais qu'on peut aussi simplement rendre archétypale, ce qui est plus intéressant. Et cette intuition, c'est que tout simplement, les démocraties, c'est quoi? C'est des bons principes qui donnent des effets pervers. Et ça crée un désenchantement très particulier, puisque ça crée un désenchantement qui se construit sur le fait qu'il y a des bons principes, et qu'il ne suffit pas d'avoir des bons principes pour que derrière les pratiques se mettent dans l'ordre. Alors ça paraît d'une évidence grandiose, sauf que quand on fait révolution, quand on casse un système qui s'appelle l'Ancien Régime, qui lui est un système de mauvais principes, on va dire, et éventuellement où les effets ne sont pas si mauvais, ce qui est normal, puisqu'il y a des effets mauvais, mais il y a aussi toute la volonté du contre. C'est-à-dire que c'est vrai que quand vous avez des mauvais principes, vous avez tout l'univers de résistance qui aussi se met en place, et vous avez la naissance du futur, entre guillemets, qui est lui, est gros de quelque chose de plus intéressant. Mais la réalité s'inverse d'une certaine manière en démocratie, c'est-à-dire qu'il y a des bons principes, mais les pratiques de résistance peuvent au contraire mettre ce que d'autres ont appelé la haine de la démocratie, c'est-à-dire tout ce qui concerne la misologie, ou tout l'autre face de la démocratie. Et c'est vrai que la démocratie a depuis toujours une autre face, qui est son versant populiste, on va dire, son versant démagogue. Et il y a deux grands écueils qui existent depuis toujours, théoriquement parlant et pratiquement parlant, pour la démocratie. Son premier écueil, c'est l'écueil démagogue, c'est-à-dire que vous avez ça dès les premières pages de Platon sur la République, où il explique qu'il y a deux manières d'être à l'intérieur de la cité. Il y a une manière d'être, entre guillemets, philosophique, c'est-à-dire d'être dans une tentative
de vérité, hein. Il ne s'agit pas d'avoir un rapport avec la vérité comme un rapport dogmatique, mais de dire je suis dans cette exigence d'essayer de dire le vrai, hein, donc de dire quelque chose qui est en adéquation entre ce que je pense, ce que je crois être bon, etc. Donc ça, c'est une première tentative. Et la démocratie est le lieu de cette parole-là, définitivement. Et Foucault, dans son Collège de France, dans son dernier cours au Collège de France, qui s'appelle Le courage de la vérité, va inventer un mot qui s'appelle le pacte parésiastique, c'est-à-dire qu'il va tirer du grec parésia, dire vrai, un mot parésiastique pour trouver un adjectif et le transformer en une notion entre guillemets française, et pour dire qu'en deçà du pacte démocratique, en deçà du pacte social, il y a un pacte qui verrouille, ou on va dire plutôt qui structure le tout, et ce pacte, c'est le pacte parésiastique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour qu'une cité tienne, il faut qu'il y ait un espace de vérité. Il y a un espace où on se dit la vérité, où on n'est pas en danger parce qu'on se dit la vérité, et où on ne cherche pas sans cesse à instrumenter en plus cette vérité. Donc un espace de liberté, de construction du sujet autour de cette vérité. Il appelle ça le pacte parésiastique, et surtout les espaces parésiastiques. Ça, c'est une vérité co-substantielle de la démocratie. Mais il y a une autre vérité co-substantielle de la démocratie, c'est tout son autre versant, c'est-à-dire son versant démagogue, c'est-à-dire même endroit, même lieu, même place, mais usage perverti de la parole, bien évidemment, usage qui instrumente la parole, usage démagogue de la parole, et qui fait usage sophistique, pas rhétorique, mais sophistique, et qui fait que soudainement, cette parole qui est la sève de la démocratie devient un poison. Donc... Bonjour. Comment redonner un sens à la politique ? Et qu'est-ce qui pourrait protéger la démocratie contre elle-même ? Justement, la première question, donc est-ce qu'il faut qu'un acte, pour être labellisé entre guillemets courageux, est-ce qu'il faut qu'un acte réussisse? Excellente question. Non. Voilà, donc c'est ça la bonne nouvelle ou la mauvaise, je ne sais rien. Mais c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle parce que justement, dans nos mondes qui ne valorisent que les résultats des actes pour valoriser les actes, c'est-à-dire on marche sur la tête, bien évidemment ça sort de toute cette logique d'hyper-rentabilité et de validation par le résultat. Alors ça ne veut pas dire que ça vous exonore de tenter le résultat, mais ça veut dire que fondamentalement, la vérité de l'acte courageux, c'est l'acte lui-même. Voilà. Alors bien sûr, il faut le rendre le plus articulé possible. Je vais donner... voilà, c'est-à-dire que moi, je ne milite pas pour le courage dans sa version achillienne, dans sa version il est tué par Hector, c'est son ami, c'est peut-être même plus que son ami, en tout cas, c'est sa moitié d'âme et son ami fondamental. Il le venge. Il fait d'une certaine manière un acte courageux, même si c'est pas chez Foucault, soudainement, ce ne serait pas totalement un problème. Déjà, on sort du courage, hein, on est dans un acte extraordinairement personnalisé. Hein. Mais mettons que tout de même, surtout qu'Hector est peu sympathique, donc après tout, allons-y. Mais ça aurait pu s'arrêter là. Il réussit, mais qu'est-ce que fait Achille? Achille, parce que justement il est sous l'hubris, et c'est tout le problème, c'est-à-dire c'est plus que le principe du courage qui l'anime, c'est la passion du courage, c'est la passion de l'honneur, c'est autre chose, c'est quelque chose qui passe, c'est la douleur, ce n'est pas que être dans le courage, et il prend le corps d'Hector, il lasse, enfin il attrape c'est loin, hein, donc je voudrais vérifier, mais je crois que c'est quand même un peu ça. Il attrape les jambes d'Hector, il accroche Hector à son char, et voilà, et puis il rend totalement, crée d'Hector une dépouille littérale, et c'est Paris, en
voyant ça, qui est le frère d'Hector, qui ne supporte pas ça et qui prend une flèche et qui tire et qui touche Achille à son talon, et Achille s'écroulera de ça, mais il s'écroulera fondamentalement de cette hubris-là, hein, et pas de l'acte courageux. Bon, donc la version achillienne homérique, finalement, c'est pas celle-là qu'on essaye d'attraper. C'est une version plus à la Sisyphe, c'est moins drôle, mais c'est-à-dire effectivement c'est une version d'endurance. C'est une version qui ne cherche pas à se mettre en scène et qui ne cherche pas non plus à se sacrifier ou à être martyr. Et c'est pour ça que le courageux qui n'est pas, dans un second temps, stratège, méthodique, etc., va se mettre en danger inutilement. Donc au contraire, autant toujours en faire une posture de la raison, une posture de la construction, une posture du projet, et ça demande justement plus de temps, etc. Mais il n'empêche que ce n'est pas l'échec qui éventuellement peut être au bout du courage, et Dieu sait si ça arrive. Ce n'est pas cet échec-là momentané, etc., qui viendra dire la vérité de votre acte, ou au contraire l'invalidé, le caractère invalidé de votre acte. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a jamais d'échec, d'une certaine manière. C'est qu'il n'y a pas d'échec, en tout cas pour le courageux, pour celui qui assume à un moment donné d'avoir tenté d'être en raccord avec ce qu'il a pensé, et qui essaie bien évidemment d'être en lien aussi avec les autres, hein, c'est une posture socratique. Bah, pour celui-là, l'échec n'est jamais là. Et en même temps, j'ai dit dans la fin du courage que le courage est sans victoire, parce que fondamentalement, imaginez que vous réussissiez, bah, c'est pas ça qui vous exonore de devoir continuer. Donc de toute façon, ça dira, bon, ça vous resterez entre guillemets encouragé, on va dire. Mais fondamentalement, comme dit Yankelevitch, voilà, cette chose que j'ai faite, ce n'est pas pour autant que je ne dois pas la faire aussi demain. Donc, il y a une impossibilité de capitaliser sur ce qui a déjà été fait. Mais là où ça se capitalise, heureusement, c'est justement dans l'éthique collective. C'est-à-dire que vous, dans votre éthique personnelle, vous ne pouvez pas le capitaliser, sauf que ça vous se capitalise au sens où ça vous protège de la déprime. Donc là, vous protégez votre sujet. Donc au moins ça, c'est votre petit capital, votre petite entreprise, elle se maintient grâce à ça au moins, même si c'est difficile et même si parfois être courageux dans son travail peut vous mener à démissionner. Pas la première fois que, donc il y a des moments difficiles. Mais on va dire que sur le long terme, ça protège de l'érosion du sujet. Donc tout de même, il y a ce point-là qui n'est pas mais en tout cas, socialement, c'est pas pour ça que, éventuellement, vous ressentirez parfois que le courage vous a amené quelque chose. Mais ça amènera quelque chose au collectif. Alors, en vous écoutant, je disais, au fond, quand vous dites c'est une vertu qui protège le sujet, je trouvais ça, c'est vraiment quelque chose qui parle aux psychanalystes. Et ça m'a fait penser, en une sorte d'analogie un peu risquée, mais bon, et là, c'est une petite discussion, ça m'a fait penser au travail de Lacan sur le complexe d'Oedipe. C'est-à-dire, ce qu'il a mis en valeur, c'est pas seulement le père qui dit non, ce que tout le monde connaissait, mais il a mis en valeur, il a souligné le troisième temps du complexe d'Oedipe qu'il appelait le père qui dit oui. Et ça, c'est très important pour nous, c'est-à-dire, au fond, un père qui dit oui à cette opération de séparation de l'enfant avec ses aliénations, ses premières aliénations au désir de la mère, au monde infantile et à l'imaginaire. Donc c'est une vertu qui est portée, on pourrait dire, charnellement par le père et par son discours, qui dit à la fois non, et qui dit oui, vas-y. Et je trouvais que c'était vraiment quelque chose qui se rapprochait de votre approche et de ce troisième temps que je cherchais un petit peu, puisque vous avez évoqué l'acte 1, la vertu qui bascule du côté du populaire pour tous. 2, le temps de, au fond, la critique de Tocqueville, la vertu est mortifère, il vaut mieux s'appuyer sur l'économie de marché. Et troisième temps, le temps, alors c'est
c'est là où je m'avance un petit peu par rapport à votre travail, c'est ce temps contemporain où, au fond, le marché a tout envahi et où il n'y a plus de pair. C'est-à-dire que le discours capitaliste et le discours scientifique ont produit de nouveaux types de liens où la fonction paternelle a beaucoup de mal, justement, à se formaliser et à pouvoir être efficiente, efficace. Donc Lacan a travaillé le complexe d'Oedipe freudien pour en faire, au fond, en repérer l'articulation symbolique, sortir du mythe, voir la fonction symbolique, jusqu'à arriver à dire, au fond, on ne peut plus parler du nom du père, mais il vaut mieux parler des noms du père. Et au fond, voilà, ça serait ma proposition, je vois que vous répondez déjà, vous acquiescez, que la vertu serait un des noms du père qu'on pourrait tout à fait, sur lesquels on pourrait tout à fait s'appuyer aujourd'hui. Je trouve que l'exercice d'articulation avec Lacan est tout à fait judicieux. Alors, sans le pousser jusqu'au bout pour pas forcément l'avoir travaillé, mais tout de même, c'est assez juste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'enjeu, quand on a parlé de la transmission, de toutes ces questions-là, et quand vous dites il n'y a plus de père, l'enjeu c'était de dire voilà, qu'est-ce qu'il n'y a plus de père dans le père, enfin je veux dire, c'est-à-dire parce qu'il y a des pères, bien sûr, donc ils sont donc déjà d'arrêter de dire il n'y a plus de père, parce que c'est une illusion justement qui ne nous aide pas à comprendre le point sur lequel il y a disparition, et justement de revenir vers un certain type de parole et un certain type de don et un certain type d'enseignement qui fait que s'il n'est pas formulé, disparaît avec lui effectivement ce qui nous intéresse du père, par exemple. Donc, et à ce moment-là, vous avez simplement, vous n'avez plus ce surcroît symbolique parce que justement, il s'est destitué lui-même. Et dernièrement, ce qui est d'ailleurs assez drôle, c'est que toutes les critiques sur l'autorité, le ceci, le cela, sont arrivées par l'extérieur, c'est-à-dire comme si le Pierre avait été destitué par l'extérieur, ce qui est vrai, mais fondamentalement, ce qui est faux dans la mesure où, et c'est ce que cherche à dire aussi l'éthique du courage, c'est-à-dire que le dysfonctionnement extérieur ne peut pas expliquer votre propre dysfonctionnement. C'est-à-dire, à un moment donné, ça peut l'expliquer, mais ça ne pourra pas le légitimer. Voilà, parce qu'il y a une théorie du sujet, et qu'il y a tout de même une solution de continuité. Et que donc, à un moment donné, oui, ça dysfonctionne autour, oui, effectivement, ça pourrait expliquer ceci, cela, mais fondamentalement, il y a une solution de continuité, je fais sujet, et donc, je propose autre chose. Et je propose quelque chose qui est de l'ordre de mon sujet. Et donc, donc ça veut dire aussi que l'autorité, à un moment donné, puisque c'est une grande question politique, elle est fondamentalement, bien évidemment, elle est issue d'un continuum et tout ça, mais elle est auto-instituée, donc elle surgit d'elle-même et elle doit avoir cette dimension-là. Donc, enfin, voilà ce que ça m'évoque par rapport à cette solution de continuité qu'on doit absolument faire valoir pour justement que les surcroîts, entre guillemets, symboliques se tiennent et surtout tiennent la société, d'une certaine